Prévoyance, santé, retraite, maîtrise des règles d'URSSAF. On en parle tout de suite ici même sur le plateau du congrès d'EDAF en direct, en public. Depuis la porte Maillot à Paris avec nos deux experts invités pour clôturer cette première journée. Elle a été dense. Messieurs, merci d'être à la tribune. Tout d'abord vous-même, Philippe Lequeux-Sauvage, donc ALS Assurance, votre retour d'expérience dans quelques instants. Et vous-même, Franck Wismer, vous êtes avocat associé spécialisé en droit social chez Fromont-Briens. Dernier temps fort de la journée, 30 minutes chrono. Messieurs, le plateau, les micros sont à vous. Merci. Nous allons entamer en quelques minutes la présentation. Donc, Maître Franck Wisner de chez Fromont-Briens, qui est un cabinet spécialisé en droit social, et mon cabinet LS Assurance, où nous sommes spécialisés en prévoyance collective. Nous avons choisi de faire ce module tout simplement parce que des décrets sont sortis en 2012, un certain nombre d'arrêtés également, des notes de l'URSSAF, mais qui sont pas toujours très claires et qui parfois se contredisent. Et donc, nous allons faire le point et répondre à vos questions par la suite sur ce sujet particulièrement sensible où vous risquez à tout moment des requalifications. Donc, je laisse la parole à Maître Wisner. Merci beaucoup. Alors, de quoi parle-t-on qu'on mette déjà bien le tableau un peu de la problématique. On parle des régimes de retraite supplémentaires, ce qu'on appelle chez les assureurs les 83, la prévoyance lourde, incapacité, invalidité, décès, et les régimes de frais de santé, les mutuelles. Le principe, c'est que ces régimes-là font partie des rares régimes, chose très importante à relever, qui bénéficient d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Il n'y a aujourd'hui guère peu de dispositifs qui bénéficient de telles exonérations, si ce n'est l'épargne salariale et l'actionnariat de salariés. C'est donc précieux de pouvoir identifier dans quelle mesure le financement de ces régimes bénéficie de ces exonérations, avec des règles, il est vrai, qui se sont un tout petit peu compliquées ces derniers temps, d'où l'importance de les maîtriser. En fait, de quoi parle-t-on? L'épargne salariale, c'est bien, mais c'est du collectif pur et dur. Alors que la retraite et la prévoyance peuvent être des régimes catégoriels, bénéficiant qu'à une catégorie de salariés, tout en appliquant le régime d'exonération. Quand on parle de régime catégoriel, il y a en fait 3 types de catégoriels. Premier catégoriel, je mets en place un régime pour certains salariés et pas pour d'autres. Exemple, je mets en place un régime de retraite pour certains de mes cadres. Il y a un deuxième régime catégoriel, c'est je mets en place un régime pour tous mes salariés, mais pas à des niveaux identiques. Un régime de frais de santé mutuelle, je l'applique à tous mes salariés, mais j'ai un régime d'un meilleur niveau pour mes salariés cadres ou certains de mes cadres. Et puis vous avez un troisième type de catégoriel. Je mets en place un régime pour tous mes salariés à l'exclusion de certains, du type, si j'ai par exemple je suis un journal, j'ai des pigistes, ça c'est pas adapté pour eux, je le fais pas pour eux. La question est de savoir, est-ce que ces régimes catégoriels peuvent bénéficier d'exonération? Alors, il est impératif pour que les choses soient très claires, que l'on évoque un petit historique, notamment parce qu'il n'est pas impossible que vous soyez concernés par des problèmes URSSAF, et pour lequel on constate, notamment dans les entreprises, petites entreprises de taille moyenne, un défaut d'information sur des pratiques URSSAF qui sont parfois erronées et qu'il faut savoir contester. Le principe, c'est que bénéficier de l'exonération, c'est un texte de loi, c'est l'article L242.1, je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de textes, qui consiste à exonérer lorsque le régime revêt, c'est la loi qui le dit, un caractère collectif et obligatoire. Et ça date d'une loi de 2003, la loi Fillon de réforme des retraites, qui a modifié le texte d'exonération et qui est venu préciser que lorsque le régime revêt un caractère collectif, il peut bénéficier d'exonération. Collectif, oui, mais ça veut dire quoi, collectif? Est-ce que c'est les cadres? Est-ce que c'est une partie des cadres? Alors, pour répondre à ça, au lieu de le préciser par voie de texte, eh bien, la direction de la sécurité sociale, c'est-à-dire la maison mère des URSSAF, a dit, voilà comment il faut interpréter le caractère collectif et de produire un tsunami de circulaires en tout genre, de 25 août 2005, 21 juillet 2006, 30 janvier 2009, Lacoste le 24 mars 2011. Vous avez plus d'une centaine de pages pour dire ce qu'est le caractère collectif. Alors, elle a dit des choses très sympas, comme par exemple que les cadres dirigeants non soumis au temps de travail pouvaient être, sous l'empire de ces anciennes règles, une catégorie valable pour l'exonération, mais elle a également dit des choses qui étaient contraires à nos pratiques antérieures, c'est-à-dire avant 2003, consistant à définir une population bénéficiaire par référence, par exemple, au niveau de classification des branches professionnelles.
j'applique mon régime de retraite aux cadres qui sont à tel échelon de la convention collective. Ça, l'administration a dit en 2005-2006, c'est interdit. Le problème, c'est que ça a créé du grabuge, ça a créé des problèmes avec les URSSAF, ça a créé du contentieux, et le contentieux a conduit les tribunaux à dire dans un premier temps, mais attendez, vous les URSSAF, vous ne pouvez pas fonder des règles d'exonération uniquement sur des circulaires de la direction de la sécurité sociale. En fait, l'exonération dépend des textes de loi, et quand vous rajoutez des conditions par votre circulaire, vous ajoutez à la loi des conditions qui n'y figurent pas, et d'annuler les redressements. Il y a eu un tel nombre de premières annulations de redressement que ça a conduit le législateur, fin 2010, à modifier le texte d'exonération et à dire que les régimes catégoriels pourront être exonérés sous réserve de critères fixés par décret. Ce fameux décret, c'est celui que vous citiez à l'instant, c'est le décret du 9 janvier 2012. Et ce décret du 9 janvier 2012, c'est lui qui prévoit en fait la méthodologie d'analyse pour fiabiliser les régimes URSSAF. Alors, vous êtes là à 17h30 pour entendre parler de ces questions. C'est des questions extrêmement techniques qu'on va essayer de simplifier. Je vous souhaite donc beaucoup de courage, ne désespérez pas. En fait, la méthodologie du nouveau décret, c'est de parler des règles d'exonération en disant « est exonéré les régimes, je vais vous la faire le plus rapidement possible, des régimes dont la catégorie de bénéficiaires est définie à partir de 5 critères au choix. » En fait, c'est comme au restaurant, vous avez un menu, une carte de 5 critères dans le décret, le R242.1.1 du Code de la sécurité sociale. Ces critères, c'est lesquels? C'est cadre, non-cadre. C'est, chose très importante, salarié défini par rapport à l'appartenance à des tranches de rémunération. On y reviendra. C'est les catégories de classification dans les branches professionnelles. C'est les sous-catégories de ces branches professionnelles. Et c'est les usages en vigueur dans la profession. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'en fait, bon, tout ça est en forme toujours d'élaboration, mais il y a donc des critères qui sont pas nouveaux. Cadre, non-cadre, c'est pas nouveau. Mais des critères qui sont sacrément nouveaux, c'est par exemple l'appartenance à des tranches de rémunération. Vous savez que les salaires pour la retraite ARCO-AGIRC, la retraite complémentaire obligatoire, sont définis par des niveaux de tranches. On appelle ça la tranche A, la tranche B, la tranche C. Tranche A, c'est jusqu'à un plafond de sécurité sociale. Tranche B, c'est de 1 à 4. Et tranche C, de 4 à 8. Eh bien, si on prend bien ce critère, on se rend compte que l'on peut dire que les salariés dont la rémunération est à la, exemple, tranche B, de 1 à 4, peuvent constituer une catégorie pour accéder à un dispositif de retraite ou de prévoyance exonéré. Là où les choses... Alors donc, on a la liste par le décret, cadre, non-cadre, tranche de rémunération, catégorie aux classifications définies par les branches professionnelles, sous-catégorie de ces branches professionnelles ou usages en vigueur dans la profession. Bon, on va partir du principe que les usages en vigueur dans la profession, c'est un peu particulier. Je vous en fais grâce. Alors, la seule chose, là où les choses deviennent un tout petit peu compliquées, c'est que ce même décret dit il y a des critères qui sont plus solides que d'autres. En fait, elle crée une sorte de présomption de validité pour certains critères, pour certaines garanties, et pas certains critères pour d'autres garanties. Je m'explique. Le critère cadre non cadre, tranche de rémunération et catégorie en vigueur dans la branche professionnelle sont des critères présumés valables en matière de retraite supplémentaire, article 83, retraite à cotisation définie. En revanche, pour de la prévoyance lourde, la prévoyance incapacité, invalidité, décès, le critère 1, cadre non cadre, ou le critère 2, tranche de rémunération, sont présumés valables. Et en frais de santé, c'est là où les choses se compliquent, en frais de santé, ça il faut l'entendre, vous êtes normalement des entreprises particulièrement concernées par ces évolutions, eh bien le critère 1 et 2, cadre, non cadre, et tranche de rémunération n'est valable, n'est présumé valable, c'est-à-dire que vous apporte de la solidité vis-à-vis de l'URSSAF, à une condition, attention, à une condition, c'est que tous les salariés soient couverts. Donc on la reprend, ça veut dire que tous les salariés soient couverts, c'est-à-dire mais couverts à des niveaux différents. Le critère cadre non cadre ou le critère tranche de rémunération n'est valable en frais de santé, en mutuelle, si vous voulez, pour la mutuelle, que si tous les salariés sont couverts à des niveaux différents. Je rembobine le fil et je le redis différemment. Le régime classique que l'on retrouve dans beaucoup de TPE et PME, qui consiste à mettre des frais de santé que pour les salariés cadres,
pratique très courante, aujourd'hui, pose un problème au regard des nouvelles règles de charges sociales, puisque ne faisant bénéficier le régime de frais de santé qu'aux salariés cadres, ou peut-être même qu'à une partie des cadres, eh bien, ça pose le problème, c'est qu'on n'est pas dans cette présomption de validité. Et comme on n'est pas dans cette présomption de validité, l'exonération ne sera acquise que si on démontre que le fait d'appliquer des régimes de frais de santé qu'à des cadres et pas aux autres est conforme à un principe d'égalité de traitement. Là encore, je vous la fais court. Expliquer ça à un inspecteur URSSAF que c'est conforme à un principe d'égalité de traitement, je crois que ça va être particulièrement difficile. Que faut-il retenir de ça très concrètement? C'est que si dans vos entreprises, vous avez actuellement un régime frais de santé que pour des cadres, un régime de complémentaire santé, une mutuelle que pour les cadres, eh bien vous êtes potentiellement en zone de risque par rapport à l'URSSAF. Alors j'adore, en bon juriste que je suis, en bon avocat que je suis, poser des problèmes pour essayer de les résoudre tout de suite. Ça me donne un air un peu plus intelligent. La règle, c'est que si vous avez ça dans vos entreprises, eh bien il faut savoir que le décret a instauré une période transitoire qui consiste, pour les régimes qui sont en place, qui sont existants au 12 janvier 2012 à 0 heure, pas tout à fait précis, eh bien ces régimes, s'ils sont conformes aux anciennes règles, restent exonérés URSSAF, restent exonérés cotisations sociales jusqu'au 31 décembre 2013. Donc si vous identifiez que, soit parce que votre régime de retraite supplémentaire n'est pas conforme aux nouvelles règles, soit parce que votre régime de frais de santé, parce qu'il est que cadre par exemple, serait difficilement conforme aux nouvelles règles, eh bien sachez que vous avez un minimum de délai pour vous mettre en conformité et pour pouvoir passer l'échéance du 31 décembre 2013. Ça c'est un point important, maîtriser la règle de la période transitoire d'exonération. Alors quand on a dit ça, après, il y a des pratiques antérieures qui étaient bien sympathiques et qui ne le sont plus aujourd'hui. La première des pratiques, c'était effectivement, je l'ai cité tout à l'heure, la catégorie des cadres dirigeants. Cadres dirigeants, c'est-à-dire les cadres non soumis à la durée du travail, qui pouvaient constituer, sur la base des anciennes circulaires, une catégorie réputée valable. Bon nombre d'entreprises ont institué des régimes, soit de prévoyance, mais surtout de retraite, au seul bénéfice des cadres dirigeants non soumis à la durée du travail. Cette catégorie n'existe plus sous l'empire des nouvelles règles. Rebelote donc, si vous êtes concerné par un régime de ce type, vous pouvez être dans la seringue, j'ai envie de dire, de la période transitoire, mais il faudra, avant le 31 décembre 2013, modifier le régime. Il existe des solutions alternatives, il y a des solutions alternatives à cela. Le décret contient quelques petites subtilités qui ont peut-être d'ailleurs échappé à leur rédacteur et qui sont intéressants peut-être à mettre en œuvre. Mais en tout cas, les cadres dirigeants, il y a marqué « attention ». Alors quand on dit ça, de toute façon, vous n'ignorez probablement pas une jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation tout à fait, j'ai envie de dire, significative, qui a quelque part sifflé la fin de la récréation de la définition des cadres dirigeants. Je m'explique, c'est quoi un cadre dirigeant ? Pour un juriste de droit social, c'est quelqu'un qui répond, qui n'est pas soumis à la réglementation du temps de travail. Chez les juristes, on appelle ça, c'est un L3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire qu'il répond à 3 conditions cumulatives. Il a une autonomie dans la gestion de son temps de travail, parce qu'il a un certain niveau de responsabilité, et que ça se traduit par le plus haut niveau de rémunération. Sauf que beaucoup d'entreprises ont créé un club VIP des cadres dirigeants en disant il y a toute une série de cadres supérieurs qui sont des cadres dirigeants. Le seul problème, c'est que la Cour de cassation vient de dire récemment, il y a quelques mois, oui, mais encore faut-il que ces cadres dirigeants participent à la direction de l'entreprise, qu'ils arbitrent les décisions pour l'entreprise et qu'ils soient en fait au COMEX ou au CODIR pour une entreprise dite dotée de ces structures. L'effet de cette jurisprudence est absolument effroyable, car un cadre dirigeant qui n'en est pas, eh bien c'est un cadre qui est soumis au temps de travail. S'il est soumis au temps de travail, il est supposé donc tomber comme cadre au forfait, mais pour être au cadre au forfait, encore faut-il avoir conclu une convention au forfait. Or, par définition, il ne l'a pas fait, puisqu'il est considéré comme un cadre non soumis au temps de travail. Eh bien, ça veut dire que c'est potentiellement un cadre qui décompte seconde à seconde tout son temps de travail. Donc, quand vous avez un contentieux de ce type et que sur 5 ans, vous avez votre ex-cadre dirigeant ou supposé comme tel vous sortir son Outlook et vous expliquer toutes ces heures supplémentaires,
eh bien ça fait des contentieux facilement à 6 voire 7 chiffres. Donc attention en la matière. Donc de toute façon, cas de dirigeant, il y a marqué doublement défendu. D'abord parce que la définition est plus restreinte par la jurisprudence de la Cour de cassation, la Chambre sociale, et que pour notre retraite, nos régimes de retraite et de prévoyance, eh bien là encore il y a marqué danger puisque ce n'est plus conforme aux nouvelles règles d'exonération. Il faut bien s'en convaincre. Alors, c'est bien de dire que c'est une chose de dire que ça marche moins bien. Encore faut-il avoir des réponses alternatives. Il en existe. Et notamment le fait que le décret contient une disposition tout à fait intéressante, ce fameux décret du 9 janvier 2012. Je vous ai pas passé des textes en la matière pour éviter d'en faire de trop. Vous avez effectivement derrière moi le nouveau texte, les nouveaux textes applicables. Et voilà, vous avez les 5 critères que j'évoquais tout à l'heure derrière moi. L'idée, c'est que le deuxième critère, c'est le fameux critère des tranches de rémunération, l'appartenance aux tranches de rémunération. Si un cadre dirigeant, si vous avez 3 cadres dirigeants dont la rémunération sont supérieures à 4 plafonds de sécurité sociale, il est donc, au regard de la GIRC, ils sont donc en tranche C des rémunérations, des cotisations à GIRC. Il est donc possible à ce moment-là de dire la catégorie de bénéficiaires et la catégorie des salariés qui ont une rémunération en tranche C. Et il est en plus possible, chose très importante, en plus de ça, de prévoir des trous croissants en fonction de la rémunération. Ça, c'est un autre article du décret. Si vous avez vraiment, j'avais presque envie de dire, les obsédés textuels, c'est l'article R242.1.4 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que, à l'intérieur d'une catégorie valablement définie, eh bien, il est possible de prévoir des taux croissants en fonction de la rémunération. Donc, étape 1, je dis, c'est les salariés qui ont une rémunération tranche C. Étape 2 du raisonnement, quand j'ai défini mes 4, 5, 6 bénéficiaires, je dis à l'intérieur, je fais varier les cotisations en fonction de rémunération que je les fixe librement. Et par extension, je valide la position de certains salariés par rapport à d'autres. Logiquement, cela est conforme vis-à-vis des nouvelles règles. Après, la même chose, j'ai tendance à dire parfois que c'est la dose qui fait le poison et à faire des choses trop excessives du style jusqu'à 10 000 euros, c'est 0,1% et puis après, je finance au-delà de 10 000. C'est un peu la mouletta devant le taureau. Il ne faudra pas s'étonner que certaines URSSAF aient le réflexe de mal réagir. Mais ce qui est sûr, c'est que le décret permet ça, par ces 5 critères que nous avons évoqués tout à l'heure, et par le critère des tranches de rémunération, d'avoir des solutions alternatives aux salariés, cadres, dirigeants. Alors, un autre point qui a créé beaucoup de problèmes, notamment dans les TPE et PME, c'est la question des mandataires sociaux. Est-ce que les mandataires sociaux dirigeants ont accès à l'exonération de charges sociales? Quand je dis mandataires sociaux, tout le monde entend bien ce que je veux dire. Je parle de ceux que l'on affilie au régime général des travailleurs salariés, c'est-à-dire le gérant minoritaire égalitaire de la SARL, le président DG et DGD de la SA ou le président et éventuel directeur de la SAS. Ce sont donc des gens qui ne sont pas salariés, qui sont mandataires sociaux, qui sont affiliés au régime général des travailleurs salariés, d'accord, et pour lesquels, parfois, on les autorise à bénéficier du régime de retraite et de prévoyance. Peuvent-ils bénéficier de l'exonération également les concernant? Alors, beaucoup de petites entreprises et moyennes entreprises ont été récemment confrontées à des redressements de la part d'URSSAF. Et là, je voudrais adresser un message très fort. Si vous êtes concernés, comme dit la chanteuse, résiste, vous laissez pas faire, parce que les URSSAF, notamment l'URSSAF de la région parisienne, ont adopté une lecture très particulière d'une circulaire. Et pas plus tard qu'il y a 2 mois, nous avons fait juger par le tribunal d'affaires de sécurité sociale de Melun, il faut toujours un début à tout dans un contentieux, nous avons fait juger que ce type de raisonnement était absolument faux et qu'un mandataire social pouvait être affilié à un régime de salariés, par exemple des cadres supérieurs, tels que définis précédemment, et bénéficier de l'exonération de charges sociales. Pourquoi les URSSAF réagissent mal? Elles réagissent mal parce que tout simplement, elles font en fait référence à une circulaire en l'interprétant d'une certaine manière. Et il est là, il faut être là pour être un peu comme des policiers et signifier que c'est pas possible de faire ça. Et nous l'avons fait récemment devant le tribunal d'affaires sociales de Melun. La seule chose aujourd'hui, c'est ces positions antérieures sur les exercices antérieurs, et donc il y a des motifs d'annulation de redressement. Il faudra juste vérifier si à l'avenir, les mandataires peuvent toujours être exonérés au regard des nouvelles règles. Et par rapport au regard des nouvelles règles, là je ne vous cache pas que la direction de la sécurité sociale, il y a un peu de jeu, comme on dit, il y a un peu d'hésitation à la direction de la sécurité sociale
pour considérer que les mandataires peuvent toujours bénéficier de ces exonérations. Nous, en tout cas, nous sommes très militants sur ce sujet et nous poussons énormément et la DSS, la Direction de la Sécurité sociale, et la COS, l'Agence centrale des services de sécurité sociale, à dire qu'il n'y a pas de raison qu'un mandataire dirigeant d'entreprise ne bénéficie pas des mêmes exonérations que des cadres supérieurs au sein de l'entreprise. En tout cas, pour le passé, si redressement il y a, eh bien, annulation de redressement, il doit y avoir au contentieux. Loin de moi l'idée de citer du contentieux en matière d'avocat, mais simplement, nous avons obtenu les bonnes règles et les bonnes réponses d'un tribunal. Il n'y a pas de raison qu'on ne les obtienne pas par ailleurs. Alors, les autres choses, je m'arrête dès que vous... je surveille de ma montre le délai. L'autre point intéressant du décret, c'est lorsque vous mettez en place des garanties de frais de santé. Donc, vous entendez que les régimes frais de santé mutuels d'entreprise que pour des cadres, eh bien, ils entrent aujourd'hui dans une zone de trouble, hein, et qu'il faudra peut-être trouver une solution alternative, peut-être un régime pour les non-cadres différent, parce que tous les salariés doivent être couverts, mais pas forcément au même niveau, il faut bien l'entendre. Alors, je ne suis pas en train de dire régime pour les non-cadres à un niveau très faible, mais en tout cas, il va falloir avoir une réflexion en la matière. Il faut quelque chose. Alors, une fois, j'ai un professionnel de l'assurance qui m'a dit « Mais est-ce que je peux limiter une garantie cure thermale pour mes salariés de non-cadres ?» Je dis oui, enfin là, vous poussez peut-être un peu le bouchon un peu loin, mais en tout cas, il faudra y réfléchir une fois encore, si vous êtes dans la période transitoire, avant le 31 décembre 2013. La seule chose qu'il faut entendre, c'est que le décret prévoit en matière de frais de santé des facultés de dispense à l'adhésion. Je répète que l'exonération du financement patronal de ces régimes en matière de charges sociales suppose de s'appliquer à une catégorie collective, à un régime collectif, tous les salariés ou une catégorie valable, on l'a défini à l'instant, et suppose que l'adhésion soit obligatoire. L'adhésion obligatoire, c'est-à-dire que du moment que je dis que je mets en place un régime tout salarié, tous les salariés adhèrent. Sous réserve de deux choses. Un, une éventuelle condition d'ancienneté, et l'ancienneté ne peut pas dépasser 6 mois pour des frais de santé, 12 mois pour de la prévoyance lourde et de la retraite. Mais c'est une façon, quand on dit par exemple qu'on met en place un régime pour des salariés non cadres, si vous mettez une clause d'ancienneté qui s'appliquera autant au CDD qu'au CDI, c'est une façon aussi de ne pas faire accéder le régime au CDD, qui d'ailleurs souvent n'en veulent pas, pour des raisons parce qu'ils sont couverts par ailleurs. La deuxième chose, c'est que le décret prévoit des cas de dispense. Des cas de dispense, et il est important d'entendre que si vous mettez en place un régime vous savez qu'il y a 3 formes de mise en place d'un régime dans l'entreprise, soit par accord collectif, soit par accord référendaire, soit par décision unilatérale de l'employeur, par un acte unilatéral de l'employeur constaté par un écrit remis à chaque salarié. Eh bien, par décision unilatérale de l'employeur, lorsqu'il est mis en place le régime, les salariés présents peuvent refuser l'adhésion. C'est prévu expressément dans le Code de la Sécurité sociale. Alors, attendez. Voilà, je vais... Excusez-moi. Ça vous démontre la façon dont un avocat est très à l'aise avec un ordinateur. Donc, c'est le cas des dispenses liées à la décision latérale. Les salariés présents dans l'entreprise, au jour où est mis en place un régime par décision latérale de l'employeur, peuvent refuser l'adhésion. C'est une dispense qui ne contrarie pas l'exigence du caractère obligatoire. C'est prévu expressément par les textes. Deuxième série de dispenses, et là, attention, c'est une mauvaise nouvelle du décret, c'est la dispense qu'on a connue auparavant pour les CDD. Avant, il était prévu que les CDD pouvaient avoir une dispense d'adhésion si moins de 12 mois, en toute hypothèse, et plus de 12 mois s'ils justifiaient d'une garantie par ailleurs. Cette faculté de dispense pour les CDD n'est admise dorénavant uniquement pour les régimes mis en place par accord collectif, accord référendaire. Ça veut donc dire que si vous avez dans votre entreprise un régime mis en place par décision latérale de l'employeur et que vous avez prévu une telle dispense pour les CDD, eh bien, rebelote de ce qu'on s'est dit, vous êtes dans la seringue de la période transitoire, car vous n'êtes pas conforme aux nouvelles règles qui veulent que les dispenses ne sont possibles pour les CDD dorénavant que par accord collectif et accord référendaire. Troisième série de dispenses, et là c'est quel que soit l'acte de mise en place, accord collectif, accord référendaire, décision latérale de l'employeur, c'est la faculté pour ceux qui sont déjà couverts par ailleurs. C'est-à-dire celui qui est multi-employeur et qui dit « mais attendez, moi j'ai une garantie dans le cas d'un autre emploi », mais c'est surtout pour ceux qui disent « mais je suis déjà garanti parce que je suis l'ayant droit de mon conjoint ou de mon compagnon. Il est dans une entreprise, il a déjà une garantie, et ben moi je ne veux pas payer 2 fois en réalité.
eh bien, il est possible de prévoir dans les actes de mise en place une telle faculté de dispense, du moment de le prévoir expressément dans l'acte d'entreprise et d'avoir cette vigilance rédactionnelle. Le tout, bien sûr, quand on met en place de telles dispenses, et il faut l'entendre, c'est de prévoir que, un, il faut l'écrire dans l'acte d'entreprise, et deux, il faudra à chaque fois que l'on met en œuvre la dispense salarié par salarié, avoir la preuve expresse du refus et de la justificative du salarié. C'est une contrainte RH qu'il ne faut pas oublier, même quand on a 70 salariés et qu'on a 12 dispenses, il faut avoir les 12 justificatifs pour passer le contrôle URSSAF. Donc c'est bien sur le papier. Après, ça peut s'avérer un peu une usine à soucis, et ça, il faut l'évaluer en la matière. De toute façon, quand vous mettez un régime en place, il faut à chaque fois que vous ayez un document qui prouve que le salarié a bien reçu les notices et que vous ayez ce document signé par le salarié dans vos dossiers, impérativement. Alors, pour tenir le délai, puisqu'on arrive à la toute fin, j'apporterai une petite précision, c'est que les règles qu'on a évoquées, qui sont extrêmement techniques, vous en conviendrez, vous devez surtout noter que pour la retraite, ça ne concerne uniquement la retraite supplémentaire à cotisation définie, ce qu'on appelle les régimes 83. Si dans vos entreprises vous êtes concernés par des régimes à prestation définie, on n'ose plus dire les retraites chapeau, tellement c'est devenu un terme vulgaire, et voilà. Mais on parle bien de ça. Les retraites chapeau, les retraites à prestation définie, bénéficient d'un traitement social totalement distinct, qui n'est pas du tout concerné par les règles que nous venons d'évoquer. D'un point de vue URSSAF, c'est l'article L137-11 du Code de la sécurité sociale. Et ces retraites chapeaux, en fait, peuvent bénéficier, on l'oublie de le dire, peuvent s'appliquer à des catégories nettement plus restreintes que des régimes à cotisation définie. Encore faut-il que ça réponde. Et bien sûr, il faut que si vous faites un régime catégoriel, il faut que tous les salariés disposent soit d'un PERCO, soit d'un régime à cotisation définie. Mais sous cette réserve-là, on peut faire un PERCO très simple, très simplifié. Je connais beaucoup d'entreprises qui ont mis en place un PERCO. Encore faut-il qu'elles aient un plan d'épargne, mais un PERCO sans abondement de l'employeur, sans, quand je dis sans, c'est SANS, abondement de l'employeur. Et les régimes à prestation définie peuvent bénéficier d'un traitement social très spécifique, encore globalement favorable, en bénéficiant à une frange de salariés. La seule chose, c'est que c'est un régime de retraite à prestation définie. L'engagement d'un employeur de donner une retraite à prestation définie suppose une condition, c'est la présence du salarié dans l'entreprise au jour où il part à la retraite. C'est pour ça que ces régimes de retraite, en fonction de l'âge des bénéficiaires, sont soit très attractifs, soit peu attractifs. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que pour des salariés qui sont proches de la retraite, pour des entreprises, j'espère qu'il y en a encore en France, qui ont un minimum de trésorerie, eh bien, c'est une façon qui peut être très performante de rattraper le temps perdu si on se rend compte que l'on a des taux de remplacement très faibles à l'orée du départ à la retraite. Écoutez, on a terminé cette petite demi-heure, on a réussi à tenir dans les clous. Maintenant, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est très technique. Alors, sachez que si vous avez des besoins, ou Maître Wissner du cabinet Froment-Briens, ou moi-même au travers de mon cabinet, sommes à votre disposition. Nous avons laissé sur les chaises un courrier au nom de mon cabinet avec nos coordonnées et vous pourrez nous contacter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.